Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Toutes les nations vivent des moments importants, des moments qui interrogent leur solidité face aux épreuves. Et pendant ce moment d'épreuve, ces moments difficiles où la nation est éprouvée, voire sollicitée, il y a des hommes qui restent en poste parce qu'ils ont l'expérience de la nation. Ils ont l'expérience du pays. En tout cas, ils ont tenu leur rôle dans l'histoire et continuent à tenir ces rôles-là. Il est donc important pour nous, les journalistes, quand nous voulons comprendre les enjeux, d'aller vers ces personnes, de les interroger, de les pousser à la parole, parce que leur parole devenant rare, parfois s'éloigne dans l'oubli. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'une de ces personnalités qui ont, d'une certaine manière, ces 40 dernières années, était en poste dans ce combat pour la nation, dans le combat pour la survie de notre démocratie. Vous vous rappelez, en 90, à la chute du mur de Berlin, nous, dans ce pays, nous avions connu ce qu'on a appelé l'ouverture démocratique. Et cette ouverture a été animée par des hommes. Ils étaient sans doute jeunes à l'époque. Aujourd'hui, ils ont pris de l'âge, mais ils sont encore vivants et puissants. J'ai donc le plaisir pour aujourd'hui, par l'enjeu national d'aujourd'hui, les élections nous interrogent et nous interpellent. Je reçois donc pour la première fois, depuis très longtemps d'ailleurs, beaucoup d'années, Monsieur Mouini Hamza Badioko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour les jeunes qui n'ont peut-être pas la mémoire, mais pour les vieux, ceux qui connaissent un tout petit peu ce pays, votre nom résonne. Vous êtes qui en fait? Vous êtes un sociologue et anthropologue et politologue de formation. Nous, quand nous commencions notre métier en tant que journaliste, vous étiez ce qu'on appelait les énarques, les nouveaux, on vous appelait même les jeunes turcs. Voilà. Donc, vous êtes parmi les précurseurs, ceux qui ont travaillé pour la démocratisation en 90. Vous avez été plusieurs fois proposé ministre et vous, on vous connaît, votre refus était presque comme celui de Tien Tshisekedi, vous refusiez constamment tout ce qu'on vous proposait. Et en 97, vous allez vous opposer à Laurent Désiré Kabila, pas parce que vous n'aimiez pas le personnage, parce que vous considérez que la démocratie, qui était le combat de votre vie, n'était pas assurée par l'avènement de l'AFDEL. Vous êtes donc devenu cet opposant-là. Depuis quelques années, on n'entend plus parler de vous, vous êtes resté un peu en retrait. Aujourd'hui, vous décidez de rompre les silences parce que vous estimez que les moments sont graves et que la nation a besoin de ce témoignage, conseil, de votre analyse. Chemin Critique, aujourd'hui, je vous interroge. Et la première question est celle-ci. D'abord, comment vous vous sentez? C'est que vous avez été éprouvé pour la santé, mais vous êtes là. Vous êtes suffisamment fort pour être sur ce plateau. Comment vous vous sentez? Bien, d'abord, je vous remercie énormément, Willy Kalingai, qui est un des grands noms de journalisme congolais. Et cela, ça a résonné beaucoup d'années et que vous avez accompagné aussi la lutte pour la démocratisation de la République. Et lorsque nous vous avons découvert, on nous a découvert ensemble, nous tous, c'est-à-dire qui commençaient à impacter une nouvelle approche au niveau du pays. Et je vous remercie d'autant plus que vous avez accepté de me recevoir tout de suite sans attroupement, sans discussion, en disant « Ah oui,
Le pays a besoin de ça. Vous savez, je passais en 1900, plutôt à 2015, j'étais l'objet de l'intolérance des pouvoirs en place qui étaient là, qui m'ont poussé, qui m'ont mis dans un état de ne plus fonctionner. Et c'est seulement après que j'ai appris que j'étais empoisonné. Et j'étais l'objet d'un empoisonnement. C'est un de mes anciens, un de mes amis médecins qui n'est plus avec nous, le docteur Kabamba. C'est lui qui m'a informé ça dans son bureau. Et quand je suis allé en convalescence, côté de Matadi Kibala là-bas, et je suis arrivé et tombé sur un homme qui travaillait dans les services, qui m'a même cité le nom de celui qui a fait ça. Et bon, comme c'était pour le pays pour lequel je me suis donné, et j'ai donné toute ma vie pour ça, j'ai dit, ce sont les risques du métier. Il faut continuer à se battre. Et je vous remercie encore parce qu'aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de pouvoir m'exprimer par rapport aux enjeux du pays de l'heure actuellement. Et pour cela, je pense que vous devriez continuer à faire cela et chercher la plupart des gens qui ont encore une connaissance profonde de ce pays. Parce que par rapport à ce qui se passe actuellement, le pays, il est un peu pas très en profondeur, il est un peu en surface. En surface. Alors je pense qu'il faut continuer de plus en plus à donner la parole aux gens qui peuvent faire asseoir le pays. Évidemment, vous avez connu très très proche, vous avez connu Étienne Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, vous avez connu beaucoup. D'ailleurs, je crois que nous allons avoir de temps en temps dans cette émission quelques photos de vos compagnons de lutte et tout. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement évoquer le passé, mais nous allons aller directement à l'intérieur de notre sujet. Et la question que je vous pose, et c'est une question d'analyste, quelles sont les menaces qui pèsent sur la nation? Parce que parfois certains dorment et n'ont pas conscience de la menace, et quand elle se déclare, c'est trop tard. Selon vous, quelles sont les menaces qui pèsent sur notre pays aujourd'hui? Ah, mais cette menace qui pèse sur le pays ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des menaces qui pèsent depuis 60. Et chaque fois que nous essayons dans le pays d'essayer de s'en sortir, on nous ramène encore une nouvelle menace. Je vais aller succinctement, très vite et rapidement pour vous expliquer cela. Je vous en prie. Regardez à 60. Patrice Emery Lumumba n'a gouverné que 14 jours, 2 mois et 14 jours. Et pourtant, on a l'impression qu'il a fait beaucoup d'années. 10 ans, 20 ans de gestion de l'État. Non, il n'a gouverné que 2 mois et 14 jours. Il a été démis par Mobutu le 14 septembre 1960 et il a été tué le 17 janvier 1961. Bien. Les gens ont cru que l'affaire était terminée, comme ça on a remis en place tous ces schémas-là pour essayer de faire avancer le pays dans leur attente du néocolonialisme. On a remis en place la tentative de la démocratisation. Ça a continué avec la plupart de ce que nous avons connu des dialogues, de l'Ovanium, de Tananarive, de Céchy, de Luluabo. Vous savez, on a connu tellement ces processus-là jusqu'à 1965 et Mobutu a fait son coup d'État. On a cru que c'était terminé. Lorsque Mobutu fait son coup d'État en 1965, on écarte tout ce qui était les lumumbistes, les démocrates et tout ça sont mis de côté. Et Mobutu va continuer jusqu'à 67. Il va sortir une constitution qui va appeler, dans cette constitution, il faut 2 partis politiques au maximum. Il va interdire le deuxième. Il va garder un seul. Il va garder un seul et nous allons vivre maintenant
le monopartisme qui va devenir, c'était même plus le parti, c'était devenu un parti-État. Ça veut dire que le parti était super, il était au-dessus de l'État. Alors, à ce moment-là, nous avons connu cela. Les gens, ceux qui ne connaissent pas toutes ces péripéties, ils ne savent pas d'où nous venons. Nous venons presque des ténèbres. Et Mobutu régnait en maître. Et à 81, j'étais toujours encore à l'extérieur, j'étais étudiant à l'étranger, il y a un groupe de 13 parlementaires au sein du Mobutisme. Ils vont faire la dissidence, notamment Tshisekedi et les autres, ils vont créer l'UDPS. Et en 90 va arriver ce qu'on appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la démocratisation. La guerre froide ayant terminé entre l'Est et l'Ouest, l'Occident va lâcher Mobutu maintenant et va exiger la démocratisation de la République. En démocratisant la République, Mobutu va vouloir nous imposer 3 partis politiques, si vous vous rappelez. Et c'est à ce moment que nous sommes entrés en jeu. Nous avons dit, en démocratie, on ne décrète pas. C'est le peuple qui sécrète la voie de démocratisation. Et nous avons commencé à créer des partis politiques, notamment, et dans ces partis politiques, il y a eu un courant, que vous l'avez souligné d'ailleurs, qui était un courant très progressiste, notamment les Fronts patriotiques, le Parti démocrate, il y avait d'autres groupes qui étaient là, et nous nous sommes organisés. Mobutu dit conférence constitutionnelle, nous disons niet, conférence nationale. On se rappelle. Vous vous rappelez. Alors nous sommes arrivés à la conférence nationale, et Mobutu, avec ses hommes, va faire tout pour bloquer la conférence nationale souveraine, et à ce moment-là, nous allons appeler, c'est là où nous avons fait entrer l'Église catholique dans le jeu politique, parce que nous avons introduit Monseigneur Mosengo comme président de la conférence nationale. D'abord, je vais vous faire une révélation. Mobutu n'a jamais voulu de Monseigneur. Pas du tout. Et même dans l'opposition, beaucoup n'en voulaient pas. Vous savez qui ont imposé Mosengo. Vous allez nous le dire, hein? Vous êtes responsable de la coalition l'État et l'Église. Je vais vous le dire, c'est nous qui ont imposé Mosengo. Pas parce que nous étions chrétiens, pas parce que nous étions catholiques, non, parce que nous étions des patriotes. Et nous savions que l'Église catholique pouvait jouer un rôle capital par rapport à la machine du mobutisme. Bien, c'est ainsi que nous l'avons proposé comme président de la conférence nationale souveraine. Et lorsqu'on a arrêté la conférence nationale souveraine, et nous avons demandé, et déjà dans mon parti politique, il y avait quelqu'un qui était Mokambi de l'église Saint-Joseph Matongé. Il s'appelle, parce qu'il est toujours en vie, Kandolo. Non, Lucien, Julien Lukengu. Kandolo et Lumbi, qu'ils ont fait appel, qu'ils avaient lancé l'appel à la marche des chrétiens, et ils n'avaient pas tellement l'emprise sous les structures de l'Église. Mais c'est ces messieurs-là, Lukengu Julien, qui est toujours là autour. C'est lui qui avait l'emprise dans les structures des catholiques, des laïcats catholiques. Il était Mokambi de l'église Saint-Joseph de Matongé. Et il était vice-président de mon parti. Et à l'époque, Saint-Joseph, je crois qu'il y avait, c'était, je crois, Léon de Saint-Moulin. Bon, c'était lui qui était moi, je ne connaissais même pas très bien ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est le Saint-Moulin qui était abbé, curé. Ah bon, mais je ne connaissais même pas très bien parce que moi j'étais... La marche des chrétiens, où nous, on nous a sérieusement tabassé. Et nous avons tenu une conférence, une réunion. Là, l'église
Saint-Joseph Matungé, le 13 février 1992. Et nous avons tenu une conférence là, avec les fenêtres ouvertes, pour empêcher, pour que les services de sécurité, si nous avions fermé des fenêtres, ils allaient penser qu'il y a des gens qui complotent là-dedans. Oui. Mais en ouvrant les fenêtres, les fenêtres étaient ouvertes. Alors, vous êtes en train de donner des astuces là. Ils ont, les services de sécurité, ils passaient, ils circulaient là, mais ils voyaient qu'il y avait des gens qui parlaient là-dedans. Et tous les représentants des églises catholiques de Kinshasa étaient là. Et c'est la première fois que j'ai fait la connaissance de l'abbé Mpundu. Joseph Mpundu, qui est toujours là et qui est aujourd'hui, nous le saluons d'ailleurs parce qu'il est à Kassaboubou. Il est à la Kassaboubou, il est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le moyen des intellectuels. Que j'avais vu ce jour-là dans cette conférence-là. Il a même posé la question dans cette salle, à l'époque, de savoir qui est derrière cette affaire. Et le seul homme politique qui était dans la salle, c'était moi. Il n'y avait pas d'autre homme politique dans la salle. Et je me suis levé pour lui répondre à l'abbé Mpundu qu'il n'y a personne d'autre qui est derrière ça. Il y a la que volonté. Les gens qui sont ici, c'est eux qui organisent ça. Et c'est ce monsieur-là, Lukengu Julien, si vous avez un jour l'occasion de le voir, il faut lui demander. C'est lui qui est à la base de toute cette structuration, organisation. Et on a laïque catholique, l'Église catholique, qui a fait la marche du 16, 3 jours après. On l'a caché dans les fonds côté de Limité. Vous savez, à Limité, entre Yolo et Limité, il y a une sorte de falaise. Il dormait là-bas dans les... C'est du côté là où se cachaient aussi les patriarches Gizenga. Il avait sa maison là-bas. Voilà, c'est là où... Et chaque fois qu'il y avait des répressions, la plupart des combattants de l'IDPS fouillaient vers on appelle ça comment? À côté de, c'est pas quel quartier. Voilà, ça va venir. Alors, c'est de là, et puis après, on a réouvert la conférence et nous avons continué la lutte. Et puis, c'est arrivé, comment il s'appelle, le gouvernement était mis en place. À cette époque-là, c'était pas assez très bien... la notion de 22 ministres, là. Oui, c'était pas très... Parce que ça a posé beaucoup de problèmes. Et puis après, Mobutu, jusqu'à ce qu'on est arrivé on a commencé à réorganiser les choses. D'ailleurs, nous allons en parler parce que c'est pour ça que l'état de ce qui s'est produit là-bas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. S'il y a des tares de tous les éléments que nous avons connus, c'est cet art que nous vivons. Mais dites-moi, vous êtes au premier plan, vous êtes avec Dr Kabamba, les Dr Sondji, Maître Kinkela Vikansi, et des restes mémoire aussi. Oui, mais vous refusez d'entrer au gouvernement, pourquoi? Donc, déjà à l'époque, parce qu'on vous le propose, j'ai compris. Mais c'est pas par plaisir. Et j'ai même dit, parce que la première fois qu'on nous a proposé, on a commencé le processus à 90. La première fois qu'on nous a proposé, c'était juste à 91. Et j'ai dit à tous beaucoup d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils reviennent toujours me dire ça. J'ai dit à tous les gens de mon parti avec qui nous étions ensemble, je leur dis, écoute, imaginez-vous, il y a 1 an, personne ne vient nous proposer d'être ministre ici. Mais dites-moi un peu, parce qu'on revient au passé, mais ce qui nous intéresse, c'est le présent. Ce que je ne comprends pas aussi, c'est que, 97, évidemment, Mobutu est parti, et Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir ici. Vous continuez à vous opposer à Laurent Désiré Kabila. Par contre, vos compagnons estiment que Laurent Désiré Kabila apporte quelque chose de nouveau, parce que les docteurs Sondji entre au gouvernement, Kinkela entre au gouvernement, je crois, comme ministre des PTT. D'ailleurs, c'est sous son mandat que nous allons avoir les portables ici, dans les GSM. Docteur Sondji entre au gouvernement comme ministre de la Santé. Je vois que c'est le docteur Kabamba qui, lui, n'entrait pas, mais il était quand même, moi-même, je me rappelle, il avait été avec l'AFDEL à l'université de Kinshasa. Donc, il avait quand même été avec eux. Vous résistez. Pourquoi?
Oui, mais c'est très simple. J'ai été convoqué enfin pas convoqué, je suis allé rencontrer, parce que la plupart des gens de l'AFDL qui sont venus, c'était presque des gens que je connaissais, Ouais. à Paris, en Belgique, ici. Et j'ai été reçu par Raphaël Guenda, qui était... Ministre de la Communication. Oui, qui était un homme très puissant. Et il m'a proposé d'entrer au gouvernement. Et je lui ai dit, écoute, quand on était en Europe, on a dit, il faut faire la démocratie. Et ça, ce n'est pas démocratique. Et ils n'étaient pas des démocrates. Ils m'ont dit, ils ont gagné la guerre. Par les armes. Par les armes, il doit faire 2 ans de transition. Ce qui n'était pas mauvais non plus. Non, hein. mais ça, pour eux, je les comprends. Mais nous avons un autre schéma, c'est la démocratisation. Pourquoi nous avons refusé Mobutu? Mais cette démocratisation qui traînait les pattes, parce Mais que c'est de pas- 90 à 96, l'opposition que vous représentez ne fait aucune victoire. Mais non, mais- Il n'y a que des marches, il n'y a que des répressions. Mobutu devient de plus en plus fort. Vous ne parvenez pas à le rendre faible, mais les autres arrivent. En 6 mois, ils ont déboulonné Mobutu. Mais non, mais alors, c'est pas tellement eux qui ont développé. Enfin, Bon, mais c'est eux. c'est les Américains qui étaient derrière ces schémas de déboulonner Mobutu. C'est pas tellement ni les Rwandais ni eux, mais ils ont utilisé les Rwandais et ils ont utilisé des Congolais qui étaient à l'intérieur pour déboulonner Mobutu. Pour revenir tout petit peu à pourquoi nous disions non, c'est parce que nous savions que derrière ces systèmes-là qui venaient, c'était vouloir encore imposer de nouveau. Mais là où vous avez raison, c'est que Laurent Désiré Kabila, qui est un ancien politicien, un guerrier, un révolutionnaire, lui, il avait une stratégie. Quand il a fait partie les Rwandais Opérants. oui, à 98, il a voulu maintenant refaire le schéma national parce qu'il voulait protéger le pays. Et nous préférions à ce moment-là le laisser pour qu'il arrive à créer la démocratisation. Parce que nous, notre bilan, notre travail, c'était de démocratiser. Pourquoi nous parlons de la démocratisation? Parce que l'héritage du Congo que nous avons, c'est la démocratisation. En 1960, les premières élections, c'était au mois de mai 1960, les législatives. Celles qui ont fait gagner Lumumba. Lumumba est devenu Premier ministre et les autres, et avec sa majorité, il a fait élire Kasavubu comme président de la République parce que l'élection du président était au 2e degré. Voilà. Et c'est ça l'héritage du Congo, dans lequel nous avons accédé à l'indépendance. Et qu'à partir de ces moments-là, nous pouvions continuer à travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, ces hommes ont ils ont appris très tôt. Hein, et ils n'ont fait que l'apprentissage de la démocratie 1 an et 6 mois. C'est tout. Alors, une question peut-être de fond, parce que nous y arrivons. Vous parlez de la démocratisation comme notre héritage. En même temps, on se demande, est-ce que le pays, ici le Congo, est-ce qu'il est autorisé, entre guillemets, aux Congolais de mettre en place une démocratie au regard des forces de puissance internationale? Est-ce que le monde peut se payer le luxe d'avoir, ici en Afrique centrale, un pays totalement démocratique? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Nous devons... Vous savez ce que je vais vous dire d'abord? C'est que vous avez les États-Unis d'Amérique. Vous avez la Chine, vous avez la Russie, l'Union européenne composée de la France, l'Allemagne et la Belgique et les autres. Vous avez l'Inde, vous avez maintenant la Turquie et tout ça. Tous ces pays-là, ils ont leur vision par rapport au Congo. Ils ont leur stratégie par rapport au Congo. Mais le seul pays qui n'a pas de vision par rapport à ces pays-là, c'est le Congo. Voilà. C'est déjà un enjeu considérable. Il faudrait que les Congolais commencent
avoir des enjeux par rapport à tous ces pays-là et une politique bien dégagée et bien structurée et bien pensée. Mais quels peuvent être les axes de cette réflexion? C'est les gouvernements qui définissent, c'est les parlements, c'est les intellectuels, c'est l'université. Cette vision est portée par qui? Mais bien sûr, c'est là où nous avons un peu loupé à la conférence nationale souveraine. C'était pour dégager les grands axes mais par rapport aux enjeux. Et d'ailleurs, les Occidentaux ne voulaient pas... Quand on parle des Occidentaux, c'est très vague, hein, c'est très les puissances néocoloniales, c'est-à-dire les puissances capitalistes. Les États-Unis, la France, la Belgique. Oui, mais là-dedans aussi, il y a toujours des gens qui ne sont pas ceux qui détiennent le monopole du capital. C'est ceux-là qui ont une vision différente par rapport à d'autres pays, à d'autres organisations là-bas qui soutiennent les masses, les peuples et tout ça, c'est un peu différent. Mais c'est ces gens-là, et pour eux, le Congo ne peut pas être un pays qui peut se développer, qui peut aller vers le développement, qui peut penser. Regardez l'histoire succinctement, l'histoire de notre pays. Vous savez, notre pays a été créé en 1884. Indépendamment de ce qu'on vous dit 1885. C'est d'abord l'association internationale. Mais non, je ne parle même pas de ça. En 1884, c'est les Congolais eux-mêmes, lorsque Stanley fait le tour, ils traversent, ils trouvent des structures, ils trouvent des hommes. Ils trouvent une organisation. Ils trouvent une organisation, ils trouvent des armées qui les bloquent, qui l'empêchent de passer, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il va arriver là-bas. Et quand il arrive là-bas, il leur dit, là-bas c'est compliqué, il y a des structures qui sont organisées, des gens sont organisés, ils m'ont même débarqué. Et là, Stanley, il dit, pour commencer à faire là-bas, il faut organiser une armée. Mais ils vont l'organiser comment? Ils n'ont pas trop pissé. Il y a déjà une structure d'armée qui existe à la cuvette centrale. Au niveau de Makanza, vous avez un chef, un roi de Ngala, qu'on appelait Ngemba Mata Boyke, qui était un grand chef, avec une armée. C'est pour cette raison qu'il va restructurer. Quand il va voir Kokilat, qui arrive comme émissaire de Léopold II, il demande à Kokilat, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et Kokilat dit, non, non, nous sommes venus faire le commerce. C'est la même question qu'il a posée à Stanley. Il veut le commerce, il dit, le commerce, mais nous le faisons depuis très longtemps, avec l'État swahili musulman à l'Est, nous ici, et avec les Congo à partir de Ngaliema, et vers l'océan, on fait le commerce ici. Ah, nous venons alors de développer ces commerces. Ah, dans ce cas-là, nous allons coopérer. C'est ainsi que, pour ça, il faut structurer. Il va monter une armée. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que dans tout le continent africain, c'est d'abord dans toutes les colonisations qu'il y a eu, aucune armée des pays colonisés a parlé la langue nationale. Sauf ici. Au Congo. Oui, parce que quand vous allez dans les pays comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire, tout ça, les armées parlent français. Mais parce que l'armée ici, ce n'était pas créé par la colonisation. C'était créé par le roi Ngemba Mata Boyke, qui était le roi d'Engal. Et lorsqu'il a réuni les troupes, il a imposé sa langue comme le Lingala, comme langue de l'armée. Une grande révélation, nous allons y revenir certainement un jour. Mais nous avons tellement de choses à voir de vous aujourd'hui. Mais alors, nous revenons aujourd'hui. Mais c'est pour revenir, c'est pour vous donner seulement ces histoires d'enjeux. C'est par rapport à cet enjeu. Bien sûr. C'est pour ça que je vous donne maintenant, des pistes. Dans quelques jours, je crois dans quelques semaines, quelques jours presque, le pays va affronter un autre cycle électoral. Beaucoup de choses se disent autour de ce cycle.
Certains pensent qu'il faut qu'on y aille, d'autres disent que non, il y a des choses qui sont cachées, d'autres pensent que c'est un risque majeur que nous prenons en allant aux élections dans les conditions actuelles. Nonobstant les fantasmes, nonobstant la peur aussi, la peur d'entreprendre qui règne souvent, nonobstant aussi le fait que des calculs sont faits, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces élections? Non, je pense d'abord il faut aller coûte que coûte aux élections. Il faut que les élections se tiennent le 20 décembre. En premier lieu, c'est pas pour respecter la Constitution et le calendrier électoral. On ne peut pas à chaque fois revenir toujours à la même chose, des glissements, des ceci, de cela. Vous savez, en 2006, lorsque les Kabila et les autres ont organisé les élections, nous n'avons pas été. Avec Tshisekedi, vous avez refusé. D'ailleurs, je crois que je cherche la photo où on vous voit avec Etienne Tshisekedi. Oui. Je ne sais pas pourquoi Lys ne la montre pas. Et pourquoi nous avons refusé? Nous avons refusé parce que les accords... Voilà, vous êtes là avec le vieux, je crois que c'est il n'y a pas longtemps ça. Hein? Non, c'était en 2011. 2011, d'accord. Là, il était candidat. Mais en 2006, c'est juste après la campagne électorale. Ah, d'accord. Juste après, on se retrouve chez lui. On est en train de parler des choses importantes. Un jour, je vous en parlerai de ce qu'il est en train de me dire là. Merci, on continue. Donc, alors, pour vous, il faut tenir les délais. Coûte que coûte. Pourquoi? Parce que... Quelles que soient les conditions. Quelles conditions? On parle des fichiers électoraux qui n'ont pas été audités. On parle des cartes. On dit aussi effectivement que on n'a pas les moyens et qu'il y a des endroits où il y a l'insécurité. Il y a beaucoup de choses que vous avez certainement entendues. Bien, certainement, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas des endroits où on peut entrer, il n'y a pas de ceci ou de cela. Mais il faut organiser les élections. Je vous donne la raison, les raisons pour lesquelles il faut le faire. En 2006, quand il y avait des choses beaucoup plus importantes que ça, pour organiser les élections, il fallait faire les recensements. Ça, c'est les accords de la création de la Troisième République à Sun City. C'est marqué recensement, comme préalable, identification, carte d'identité aux Congolais et carte de résidents aux étrangers. Mais ils ont passé outre, ils ont organisé les élections. Et c'est pour cette raison que nous ne sommes pas allés. Quand nous sommes allés là en 2011, c'est parce que nous avons dit qu'ils n'ont pas envie d'organiser des élections normalement. Et je pense que maintenant, si on organise des élections normales, on organise des élections, quelles que soient les conditions, qu'on organise les élections, et après, je pense, à partir de ce qui va sortir de ces élections, ce qu'il va suivre, il faut mettre en place maintenant les structures pour que ça ne se répète plus d'organiser de ces genres d'élections et qu'il n'y ait plus de glissement. Je vais vous expliquer. C'est nous qui avons conçu la commission électorale indépendante. La CI, c'était d'abord ça, à la Conférence nationale souveraine. Et c'était la commission politique dans laquelle j'étais. Mais ça ne devait pas se passer comme ça se passe aujourd'hui. Non, malgré la conférence, on n'a jamais organisé les élections. On n'est jamais arrivé à une... Mais non, c'est parce que tout simplement, ils sont passés outre. Ils ne veulent pas qu'on arrive à créer un État réel ici. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'il faut coûte que coûte organiser les élections parce que Tshisekedi, comment il s'appelle, le président actuel, Félix Tshisekedi, il va vers son deuxième mandat. Oui. Par conséquent, il n'aura plus de lutte pour le troisième mandat. Bon, si il doit marquer le pays, en marquant le pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réellement remettre en place l'État congolais et l'État des droits en restructurant le pays pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de déviations, de dire qu'il ne faut pas organiser parce que nous y a ceci. Non. Comment il faut faire? Ça a été fait.
la Commission nationale électorale indépendante n'a pas la mission de faire comment on appelle, des enrôlements. C'est pas son rôle. Quand nous avons conçu ça, c'est pas ça. Donc pour vous, l'enrôlement devait être, le fichier électoral devait venir du fichier national. Mais c'est ce qui était prévu. Ouais. Le fichier national doit venir du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur va déposer à la CENI la liste des électeurs qui sont à l'âge de voter et qui ne sont pas frappés par des incompatibilités. Voilà. Alors, si je vous comprends bien, je le sens quand même un tout petit peu un soutien au président sortant, un tout petit peu. Non, ce n'est pas question de soutien ou ne pas soutenir. C'est que je dis ceci. Vous savez que depuis qu'il est arrivé président, je ne l'ai pas vu. Malgré la confidentialité. Donc je ne l'ai pas vu. Parce que vous n'avez pas cherché non plus. Bon, écoutez, dans mon état, il connaissait même mon état. Alors, parce qu'on s'est vu avant ça. Okay. Mais je ne pas. C'est pas ça qui est essentiel. Ce n'était pas ça. Moi, l'essentiel, c'est le Congo. Et lui, je pense qu'il avait peut-être beaucoup de difficultés pour avancer dans ce qu'il était en train de faire. Mais c'est que je pense que maintenant, il doit avoir deux missions très importantes. C'est de créer une armée forte de 300 000 hommes. Nos ennemis, nos adversaires, les gens qui viennent contre la lutte contre le Congo, ils prennent le pays limitrophe du Congo pour nous attaquer, nous détruire. Même pas nous attaquer seulement, c'est nous détruire. Si vous regardez depuis 1900, quand je vous parlais depuis 1984, on a connu, après la mort de ces rois-là, Nguema Matabouik, parce qu'il y avait les caoutchoucs. C'était du côté de l'Équateur. et tout ça, voilà, à l'Équateur. C'est là où lui, il était roi. Après sa mort, ils ont exploité, tué, coupé les mains, ainsi de suite. Il y a eu plus de 10 millions de morts. 1908, nous sommes devenus colonie belge. Colonie belge. Pendant la période de la colonie belge, qu'est-ce que nous avons fait? On a donné des uraniums, des ceci, des cela, soutenir les deux guerres mondiales. Nos peuples, nos militaires, nos vaillants militaires sont allés se battre jusqu'à là-bas pour défendre les colonies et tout ça. Parce que c'était pas nous, on ne défendait pas nous, on défendait les colonies. Et il y a eu des milliers de morts. Les gens qui ont extrait de l'uranium, ceci et tout ça là-bas, à Chikolobwe, au Katanga et tout ça, ils étaient menus. Ils n'étaient pas des gens qui étaient protégés, ainsi de suite. Bien, après ça, on est arrivé à l'indépendance. L'indépendance, Mobutu qui les a soutenus dans la lutte entre l'Est et l'Ouest. L'Est et l'Ouest. Il a soutenu jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à la fin? Quand Mobutu, ils ont éliminé Mobutu, et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils nous ont venu, même le Congo qui a participé à la lutte contre le nazisme. Non, même contre le communisme. Les Congos, ils ont participé. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme récompense? Qu'est-ce qu'on a eu comme retombée? Le contraire, c'est de nous amener des Rwandais et des autres venir nous assiéger au Congo, infiltrer les institutions congolaises. Et vous vous rappelez que j'ai défendu ça depuis 2006, 2000. On a défendu ça tout le temps avec les missions qu'on a eues à l'époque à Télé 7 avec Freddy Mulumba et tous les gens, les grands qui défendaient cette affaire-là. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, cette guerre-là, qui est arrivée à l'Est pour les coltans, des milliers de morts.
nous ne pouvons plus laisser notre territoire comme ça. Nous savons maintenant pourquoi nous sommes l'objet de toutes ces attaques à cause des richesses qui sont au Congo. Par conséquent, nous exigeons je pense que Félix il est bien placé pour faire cela, de créer une armée forte de 300 000 hommes et une nouvelle doctrine militaire pour notre pays. La doctrine militaire consistera à regarder les pays limitrophes. C'est-à-dire, nous devons avoir une autre approche tactique et stratégique de l'armée. On a été attaqué à l'Est, on a été attaqué à l'Ouest, et maintenant, il faut créer des armées. Comment on va regarder les pays limitrophes, de quelle manière? Comme des ennemis comme... Non, pour la sécurité du Congo. C'est-à-dire en faisant quoi exactement? Écoutez très bien, il faut créer des armées qui ne vont regarder que c'est des pays. Première armée, ils ne regardent que le Rwanda et le Burundi. Ah, je comprends. Donc nous créons 9 armées en fait. Non, il y a 6. 6, pourquoi nous avons 9 frontières? Non, c'est bien. Je vous écoute. Alors, on crée une armée. Il y a 6 armées. Il y a le 7e, vous allez le voir. Première armée, ils regardent le Rwanda et le Burundi. Deuxième armée, la Tanzanie et la Zambie. Troisième armée, vers Kaemba, qui regarde que l'Angola. Quatrième armée, Congo, Brazzaville et le Centrafrique. Cinquième armée, Soudan du Sud et l'Ouganda. La sixième armée, c'est les Marines. On va les trouver sous la mer, à Mwanda, sous le fleuve et interlacustes. Donc ils sont là, ouais. prêts à... Septième armée va se retrouver, mais interarmée, dans la forêt équatoriale, qui va avoir les doubles ou les triples de ces troupes-là. C'est la seule condition pour que notre pays soit en sécurité. Pour qu'on ne tue plus les enfants du Congo, pour qu'on ne détruise plus les enfants du Congo, pour que les enfants du Congo ont un avenir, ont une approche. Et aujourd'hui, c'est cela qu'il faut le faire. Et nous, on ne parlait pas de tous ces problèmes-là avant, parce que nous étions en train de préparer comment mettre en place les structures pour arriver. Bon, maintenant, on nous oblige de parler de ça. Et la 7e armée, interarmée, c'est là où il y a les chefs d'état-major général interarmés dans la forêt équatoriale. Et là-bas, ils doivent avoir à peu près 60 000 hommes. Et chaque armée là, il y a 30 000 hommes. Mais ça, c'est un stratège militaire qui parle là. Mais nous avons quitté la politique, nous sommes dans la tactique militaire. Mais non, c'est pas la tactique militaire, c'est pour vous avez parlé de l'enjeu, non? Bien sûr, c'est l'enjeu du territoire national. L'enjeu de la protection de notre territoire. De notre territoire. C'est là. Vous avez gardé ça pour vous, ou bien ce document, cette pensée-là est allée déjeuner, fils qu'un seul jour au ministre de la Défense. Non, mais moi je ne fais pas partie du gouvernement, pourquoi que c'est au ministère de la Défense? C'est patriotique, donc ça concerne le pays. Je pense que vous avez dit quelque chose d'important. Et deuxième chose qu'il faut faire, c'est mettre... Mais je suis déjà très content, parce que je vois que les élections là, il va y avoir... les élections municipales, c'est-à-dire communales, provinciales et nationales. Willy, je veux vous dire une chose. On ne peut pas développer un pays sans un État. C'est l'État qui est le levier du développement. Alors, en ayant ça, il faut maintenant structurer la commune, la province et le gouvernement central. Il faut que chaque commune ait une personnalité juridique, avec ses compétences établi, clair et net, la province et le gouvernement central. Et à partir de ce moment-là, nous verrons, il y aura des matières au niveau communal, au niveau provincial et au niveau national. Parce que c'est de ce moment-là, tout va apparaître très simple. Même l'agriculture que vous posez des questions, ça va devenir très simple. Même les routes là, vous voyez, pour vous dire une chose, que nous n'avons pas d'État actuellement. Kabila
pendant tout son temps ici, ils sont venus pour détruire l'État. Regarde ces masseurs dans la rue là. Tu sors ici, tu arrives sur le boulevard. Tu regardes tout le long du boulevard. Tu ne vois pas l'État. Comment ça? Ben, il n'y a pas d'État. Mais l'État est représenté par quoi? Sur le boulevard, il doit être représenté par quoi? Par la police, par exemple. Mais non, la police est représentante de l'État. Oui, oui. Mais l'État, il est où? Ah, c'était vous le dire. Hein? Voilà. L'État, c'est les panneaux. Les panneaux de signalisation. Voilà, c'est la loi. C'est la loi. C'est ça l'État. La police, son travail, c'est de faire respecter. Il y a quand même quelques panneaux quand même. Hein? Où ça? Sur le boulevard. Mais où ça, il n'y en a pas? Mais où ça? Il y a quand même les feux rouges. Mais dis-moi, à quel endroit il y a... Il y a des feux rouges quand même. Je ne vais pas faire comment dirais-je, l'avocat du diable, mais quand même, quand vous arrivez au niveau de la SONAS, vous avez un feu rouge. Mais oui, vous avez un feu rouge. Oui, mais il n'y a pas de... Là, le feu est rouge. Oui, effectivement, là, il y a une représentation de l'État. Mais il fallait y avoir, à côté, des signalisations, parce que c'est la route. Et deuxième chose, vous voyez comment ils sont venus détruire l'État. Ils vous ont amené des voitures avec des volants à droite. Dans un pays que les constructions de routes sont à gauche. Nos routes ici, pour fonctionner, les usagers qui doivent descendre de la voiture, ils doivent descendre sous la chaussée. Mais au contraire, maintenant, ils descendent sous les trottoirs. Ils doivent descendre sous le trottoir. Mais aujourd'hui, ils descendent sous la chaussée. Parce que les volants étaient à droite. Mais on s'adapte aussi. Hein, mais il ne faut pas s'adapter. Dans les pays, de volants à droite, la chaussée est à droite. Et plutôt le trottoir est à droite et la chaussée est à gauche. Ce qui fait que quand les gens descendent, ils n'ont pas de risque d'être écrasés par... Il n'y a même plus de trottoirs sur les routes. Nous allons malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez dit beaucoup de choses. J'aimerais quand même qu'on puisse se recentrer. Vous avez déjà dit qu'il faut protéger ces territoires. Et vous avez donné une stratégie. Je pense que les autorités, les penseurs, vous avez même dit quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé, une nouvelle doctrine militaire. Je crois que c'est une contribution efficiente. Alors maintenant, vous allez regarder la caméra, hein, et vous allez vous adresser à ce peuple qui vous a suivi ce soir, qui s'apprête à aller aux élections et qui parfois a peur de poser l'acte dans le traumatisme. Vous allez donner un message. Vous êtes un homme expérimenté, mais surtout un patriote, un vrai. Qu'est-ce que vous dites à votre peuple ce soir? Je demande au peuple congolais, de l'Est comme de l'Ouest, du Nord comme du Sud, d'aller du Nord comme du Sud, d'aller directement aux élections le 20 décembre. Qu'il ne faut pas d'attémoiement parce que si vous hésitez d'aller aux élections, nous allons encore vivre des cycles, hein, des glissements. Et ils vont chercher encore de faire des gouvernements d'union nationale, des gouvernements de transition. Mais avec les transitions, ce sont des compromis politiques. Tandis que les élections, c'est ça qui donne la légitimité du pouvoir d'élection des dirigeants. Et je pense, pour les gens qui sont là-bas, le moindre mal pour le moment, ça serait quand même de voter Félix Tshisekedi, pour la simple raison qu'il lui reste un seul mandat. Et que nous allons le surveiller pour qu'il applique tout ce que je suis en train de dire ici. Pour qu'il mette en place ces structures, ces schémas en place pour garantir le pays. Ça doit être ça maintenant, sa mission. Sa mission doit être de faire la refondation de l'État, de sécuriser le Congo, de sécuriser le peuple congolais. Il doit quitter toute notre notion pour entrer dans la notion d'État-nation. Nous devons avoir la notion très forte pour nous, le peuple congolais aujourd'hui, de l'État-nation. C'est ça qui va nous permettre de nous défendre contre toutes les velléités du monde entier
qui nous en veut. Je vous dis, le peuple congolais, la chose que vous ne savez peut-être pas. C'est le pays le plus riche du monde. C'est le Congo. Je répète, c'est le pays le plus riche du monde sous le plan potentiel. Il n'y a aucun pays au monde qui a des potentialités comme le Congo. Il y a tout ici au Congo. Et vous devez intégrer cela. Et ayant tout ça, on ne peut pas nous laisser tranquilles. On ne peut pas nous laisser évoluer. Nos enfants, nos petits-enfants ne peuvent pas évoluer correctement. Et on ne peut pas avoir des études correctement. Ils ne peuvent pas, parce que tous les enjeux du monde, c'est pour venir pour chercher ce qui se retrouve ici et nous laisser dans un état d'esclavage. C'est ce qu'ils veulent. Merci, M. Mwini Hamza Badioko. Merci vraiment de votre générosité, des efforts que vous avez fait pour être sur ce plateau et surtout la générosité de vos propositions. Je n'aimerais pas les répéter ici, mais en tout cas, je suis convaincu que notre peuple, les intellectuels de tous bords, ont capté cette ressource rare qui est la ressource humaine. Les hommes apprennent pour pouvoir en faire bénéficier leurs semblables. Et aujourd'hui, nous avons assisté à une leçon de générosité. Au revoir donc et bonne chance pour vous, bonne santé. Oui. Mais aussi, amis téléspectateurs, cette émission, vous la suivrez encore en rediffusion sur Géopolis Télévision et pourquoi pas, surtout sur l'application TNF, sur YouTube et sur nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.